lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Une délégation du groupe intergouvernemental d'action séjourne au Mali. L'organisation a rencontré 3 membres du gouvernement. Un plaidoyer est fait auprès d'eux pour l'implication et l'appui du Mali dans le processus du 3e cycle de l'évaluation mutuelle. Sécuriser les documents d'état civil et d'identité dans l'espace AES et mettre en place un visa AES. Voici entre autres recommandations issues de la rencontre de 2 jours sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité dans l'espace AES. Plus de précisions avec Nya Traoré dans cette édition. Des écoles inondées et occupées par les sinistrés sont visitées ce jeudi par le ministre de l'Éducation nationale. Amadou Sissavané s'est rendu dans les quartiers de Bozola, Sébenikoro et de Magnambougou, une démarche qui fait suite au report de la rentrée scolaire au 4 novembre prochain. Le monde célèbre les filles le 11 octobre de chaque année. Le ministère en charge de l'enfant est déjà mobilisé. La chef du département vient de lancer une formation en intelligence artificielle, impression 3D, réalité virtuelle et robotique. C'était au village d'enfants de Sanankuruba. Le RTM vous remercie de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Audience à la primature. Le Premier ministre a reçu ce jeudi après-midi en audience le nouvel ambassadeur du Mali auprès de la République fédérale du Nigeria. Cheikh Oumar Coulibaly assure depuis janvier 2018 les fonctions de conseiller diplomatique du chef du gouvernement et du chef des cellules relations internationales à la primature. Nommé le 7 août 2024, il entame une nouvelle phase de sa carrière diplomatique en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Mali à Abuja, au Nigeria. Il est venu remercier le Premier ministre pour la confiance placée en sa personne par les autorités du pays. Cheikh Oumar Coulibaly a aussi sollicité son soutien, ses conseils et orientations afin de mener à bien sa nouvelle mission. Le Premier ministre a rassuré l'ambassadeur de son soutien total et lui a demandé de travailler à renforcer les liens d'amitié et de coopération bilatérale avec le pays frère. Le président du Conseil national de transition, l'honorable Malik Diao, informe les membres du CNT que la session ordinaire d'octobre de l'année 2024 débutera le lundi 7 octobre. La cérémonie solennelle d'ouverture de la liste session aura lieu le même jour à partir de 16h dans la salle de Djelibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Mise en place terminée 15h30. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement recommandé. Cet événement sera retransmis en direct sur les antennes de l'ORTM et de la radio du Parlement, la 89.4 FM. Je le disais dans le sommaire, une délégation du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, séjourne au Mali. Elle a rencontré 3 membres du gouvernement pour s'assurer de l'implication et de l'appui au plus haut niveau des autorités, cela dans la perspective du 3e cycle de l'évaluation mutuelle. Mohamed Kantao et Sidiki Balo. Le Mali est un pays membre du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA. Compte tenu de ses progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action, de suivi du guide international des risques pays en abrégé ICRG, une délégation du GIABA séjourne à Bamako. Et c'est à travers un plaidoyer de haut niveau qu'elle a rencontré le ministre en charge de la sécurité, celui de la justice et le ministre de l'économie et des finances. Il s'agit pour les responsables du GIABA de s'assurer de l'implication des autorités dans la perspective du 3e cycle de l'évaluation mutuelle du Mali. Déjà, les ministres rencontrés ont réaffirmé l'adhésion du Mali au GIABA. Mon voyage d'aujourd'hui porte sur 3 points. Le premier, c'est comment le Mali restera membre du GIABA après son retrait de la CEDEAO à compter de janvier 2025. Le deuxième, c'est le processus ICRG du Mali. Et le troisième, c'est de voir comment pérenniser les gains de la CENTIF et les autres autorités compétentes dans le cadre de la préparation du 3e cycle des évaluations mutuelles.
Et le Mali est prévu en 2027. Depuis que notre pays a été évalué pour le deuxième cycle des évaluations mutuelles en mars 2019 et particulièrement depuis l'inscription sous le suivi accru du GAFI, le Mali a entrepris souvent avec l'appui de votre institution un important chantier de réforme visant à combler les insuffisances de conformité technique et à renforcer l'efficacité de son dispositif en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À titre d'illustration, nous pouvons rappeler l'achèvement de l'évaluation nationale des risques, l'adoption de la nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, permettra aussi la sortie du Mali du suivi renforcé du JABA, une des conditions pour les critères de l'examen du troisième cycle des évaluations, objet principal de votre visite, à savoir la réduction du nombre de recommandations non conformes ou partiellement conformes à un maximum de 10 recommandations qui ne comprennent pas les grandes, notamment 3, 5, 6, 10, 11 et 20. La rencontre avec les 3 membres du gouvernement a également permis de parler de l'engagement politique des autorités au JABA. En dépit de ces avancées, des défis importants restent à surmonter. Au nombre de ceux-ci, les conséquences du retrait avec effet immédiat de notre pays et des autres pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO le 28 janvier 2024. À notre sens, ce retrait n'implique aucunement notre retrait du JABA. Certes, il induit un changement de statut au sein de l'institution. Ce plaidoyer de haut niveau a été fructueux car il a permis au JABA d'obtenir l'engagement du Mali à œuvrer dans la dynamique d'un appui politique et d'une préparation convenable du Mali en vue du troisième cycle des évaluations. Après le report de la rentrée scolaire au 4 novembre prochain, le ministre de l'Éducation nationale a effectué ce matin une visite dans certaines écoles inondées et occupées par les sinistrés. Amadou Sissavané est allé faire le constat dans quelques écoles de Bozola, Sébenikoro et Maniambougou dans le district de Bamako. Les précisions avec Seydou Traoré et Sambou Diakité. Constater, s'informer afin de prendre les dispositions utiles pour une rentrée scolaire normale. Tels sont les objectifs qui ont conduit le ministre de l'Éducation nationale sur le terrain. Il s'est rendu respectivement à l'école communautaire Père Tim de Sanfil, Sega Diallo de Bozola, des établissements scolaires situés en commune 2 du district de Bamako et qui accueillent des sinistrés de l'inondation. Si le premier site accueille 49 ménages, l'école publique de Bozola enregistre 676 personnes, dont 202 enfants. Nous sommes très contents pour le report. Vous avez montré que nous sommes des Maliens comme les autres, car nous n'avons plus d'espoir. Après la commune 2, cap sur la commune 4, où l'école fondamentale de la cité Ifa Bako est sous les eaux. Mais pas que. L'accès à l'établissement est un véritable casse-tête. Il y a les eaux souterraines, et il y a également le fleuve qui a débordé. Et nous avons un collecteur ici qui a également débordé. Et cela a contribué à augmenter le niveau de l'eau au niveau de l'établissement. Le report est non seulement au bénéfice des élèves, mais même des habitants de la cité. Parce que pour accéder à un établissement, il faut au moins des voies. Nous avons reporté la rentrée scolaire d'un mois. Elle aura lieu le 4 novembre 2024. Avant cette rentrée, il y a du travail à faire. Parce que ce que j'ai vu ce matin dépasse l'entendement. Ailleurs, j'ai vu des populations qui ont dû quitter leurs habitations pour s'abriter dans les écoles. Si la situation n'est pas réalisante dans certaines écoles de la rive gauche, le visage que présentent les établissements de la rive droite ne l'est pas non plus, à cause de l'occupation de certaines structures scolaires par les sinistrés, comme c'est le cas au groupe scolaire marché de Maniambougou. Ici, 321 personnes ont tenu domicile par la force de la nature. C'est des problèmes sociaux, évidemment, vous vous en doutez, qui dépassent le ministère de l'Éducation nationale. Au niveau gouvernemental, sous les hautes instructions de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, des mesures
vont être rapidement prises pour que la situation redevienne, j'allais dire normale, oui, en tout cas pour qu'elle permette aux structures scolaires d'accueillir les élèves le 4 novembre 2024. Les différentes écoles visitées sont loin d'être des cas isolés, car beaucoup d'établissements sont inondés ou occupés par les sinistrés un peu partout sur le territoire national. Toutes choses qui ont motivé la décision de reporter la rouverture des classes au 4 novembre prochain. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni ce jeudi pour la 9e fois depuis l'activation de ce comité suite à la décision du gouvernement de décréter l'état de catastrophe nationale. Cette réunion avait pour but de faire le point de la situation des inondations, plus de 40 000 maisons endommagées ou à risque d'effondrement, 111 établissements scolaires occupés par les sinistrés dans les régions de Koulikoro, Ségou, Mopti, Menaka et Bamako sont signalés par le centre. Reportage Mamadou Fani. Cette 9e réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes vise à faire l'état des lieux des dispositions prises pour faire face à l'état de catastrophe naturelle. De cette réunion, il ressort qu'à la date du 3 octobre, on note 649 cas d'inondation, 37 092 cas d'effondrement, 8 cas de foudre, 47 296 ménages impactés, 259 795 personnes sinistrées, 76 cas de perte en vie humaine. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 80% de l'exécution de ces travaux, notamment en ce qui concerne les projets de résilience urbaine de Bamako et en ce qui concerne le budget spécial d'investissement. La montée du niveau de l'eau est fonction des informations météorologiques, donc fonction de la pluviométrie. Donc tant que la pluie va continuer, la montée risque de continuer. Mais nous constatons que les pluies commencent à se ralentir. Et donc ça va aussi avoir un impact par rapport à la montée du niveau de l'eau dans les cours d'eau. Donc déjà à Banankoro, qui est notre station d'entrée sur le Niger majeur, le niveau a commencé à baisser. Donc toutes choses qui nous donnent l'espoir que vraiment le niveau peut baisser. Face à cette situation, l'État a pris plusieurs mesures pour soutenir les sinistrés. Il faut noter pour 2024 effectivement 1 milliard au niveau du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable pour le curage des caniveaux, des collecteurs et des traversées. Au niveau du ministère de la Santé et du Développement social, 950 millions pour l'assistance humanitaire. Au niveau du commissariat à la sécurité alimentaire, 3 milliards pour le renforcement du stock national de sécurité alimentaire. Il faut noter aussi qu'en 2024, sur le budget spécial d'investissement, en tout cas, l'environnement bénéficie de 300 millions pour le curage effectivement, et l'enlèvement effectivement, des déblais au niveau de certains collecteurs. 4 milliards effectivement, qui ont été mis à la disposition d'un certain nombre de départements concernés. Les populations sont invitées cependant à la vigilance et particulièrement celles riveraines des cours d'eau. Le respect des consignes données par les autorités sont de mise. L'élan de solidarité continue à l'endroit des sinistrés. Il est désormais ouvert un compte à la BDMSA pour l'appui financier des opérateurs économiques de Ségou aux victimes des inondations en 4e région. L'information est portée à la connaissance du secteur privé au cours d'une cérémonie de lancement de cette mobilisation. La rencontre pilotée par le gouverneur de la région de Ségou en collaboration avec la délégation régionale de la CECIM a regroupé plusieurs patrons du secteur privé. Le point avec Ramata Konaté et Bakary Traoré. L'heure est à la mobilisation des opérateurs économiques de la région de Ségou en faveur des victimes des inondations. Un compte spécial dénommé CECIM Ségou Contribution Inondation est créé à la BDMSA. Il est mis à la disposition des acteurs du secteur privé au cours de cette rencontre. Il s'agit de sensibiliser les opérateurs économiques que vous êtes sur ces inondations afin de susciter en vous des réactions pour apporter des contributions dans la réponse à cette crise. Je vous exhorte donc à un engagement soutenu pour accompagner les autorités du pays dans la gestion de cette catastrophe. Le gouverneur rassure aussi les opérateurs économiques quant au processus de cette quête financière. Il est demandé à toute personne désirant faire une contribution
de la déposer dans ce compte et faire parvenir son bordereau de versement à la délégation régionale de la CECIM, qui à son tour le transmettra au gouverneur de la région. Tous les fonds seront enregistrés et communiqués au niveau national périodiquement. Au premier responsable des opérateurs économiques de la région de joindre sa voix à celle du gouverneur pour une grande mobilisation de ses collègues en faveur des victimes des inondations. En opérateur économique, nos autorités comptent beaucoup sur notre contribution pour soutenir nos frères et sœurs frappés par les inondations dans la région de Ségou. Mobilisons pour cette cause noble dans la mesure du possible. Dans le cadre de cette opération, l'entreprise DPA donne la première réponse en offrant 4 millions pour alléger la souffrance des victimes de la région, estimée à 6 178 ménages, plus de 39 000 personnes sinistrées avec des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Plusieurs recommandations ont sanctionné la rencontre de 2 jours sur l'harmonisation des documents de voyage et d'identité dans l'espace AES. Les participants proposent entre autres la sécurité de sécuriser les documents d'état civil, harmoniser la production des cartes d'identité consulaires par les États membres ou encore mettre en place un visa AES. C'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui a présidé la cérémonie de fin des travaux, Nialou Traoré et Mohamed Sidibé. 2 jours d'intenses et fructueux échanges pour recenser les préoccupations et suggestions de chaque partie. Burkinabés, Maliens et Nigériens ont désormais une convergence de vues en ce qui concerne l'harmonisation des futurs documents de voyage et d'identité de notre espace commun. La batterie de recommandations qu'ils ont formulées l'atteste. En premier lieu, nos travaux ont abouti sur la nécessité impérieuse de sécuriser les documents d'état civil. Et aujourd'hui, nos documents de l'état civil ne sont pas à un niveau de sécurisation souhaité. Comme deuxième recommandation, harmoniser les spécifications techniques des documents de voyage et d'identité dans l'AES. Et comme troisième recommandation, nous avons proposé de doter toutes les frontières de terminaux de lecture des documents de voyage et d'identité. Nous proposons de mettre en place un visa communautaire AES. Un visa communautaire vous permet, une fois dans l'espace AES, de vous rendre dans tous les 3 pays, alors que le visa national ne vaut que pour le pays émetteur. Au-delà de l'harmonisation de ces spécifications techniques et des normes de sécurité, nous sommes allés aussi en faisant des recommandations, des propositions par rapport à la libre circulation de nos populations qui, à un moment donné, commençaient à s'inquiéter, mais nous sommes venus leur montrer qu'il n'y a pas d'inquiétude. Nous allons avoir des documents beaucoup plus sécurisés que ceux que nous avons actuellement et qui leur permettront effectivement de vaquer véritablement à leur occupation au sein de l'espace, mais au-delà de l'espace AES. Alors nous nous sommes rendus compte que nous avions des systèmes disparates. S'imposait la nécessité d'harmoniser ces systèmes-là. Et nous avons procédé à la détermination de spécifications communes pour la mise en place très prochainement d'un passeport AES et d'une carte d'identité biométrique sécurisée AES. Une fois adoptées par les autorités compétentes, ces recommandations seront mises en application conformément aux ambitions des 3 chefs d'État de l'AES pour le bonheur des populations. Autrement dit, des populations libres de leurs mouvements sans aucune forme de contrainte administrative et dans un espace sécurisé. La rencontre de Bamako marque un tournant décisif dans la mise en œuvre de la vision des chefs d'État des 3 pays de mettre en place une AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement. Enfin, la mise en circulation du nouveau passeport et des documents d'identité biométrique AES permettra de réduire l'usage de faux documents et facilitera la mobilité de nos populations, aussi bien dans notre espace qu'à travers le monde. Cette rencontre de Bamako peut être considérée comme le premier pas vers une meilleure intégration des peuples de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, avec des frontières encore plus sécurisées.
13e édition de la Journée internationale de la fille, c'est le 11 octobre de chaque année. Mais déjà, le ministre en charge de la promotion de la femme et de l'enfant marque les pas à travers diverses activités. Au village d'enfants de Sanakoroba, Coulibaly Madame Maïga est venu lancer les activités de la journée de formation en intelligence artificielle, impression 3D, réalité virtuelle et robotique. Awaditma Kamara et Gaoussou Touré nous plongent dans l'univers technologique au village SOS Enfants de Sanakoroba. Et qu'est-ce que tu vois ici sur l'imprimante 3D? Un chat. C'est un chat qui est imprimé? Oui. Mariam Tchero, 11 ans, élève en classe de 5e année, découvre pour la première fois une imprimante 3D. Fascinée par les nombreuses possibilités qu'offre cette technologie, elle observe le processus de création d'objets en 3D. Concentrée, attentive, son regard en dit long sur ses émotions. Ainsi, la technologie ouvre une autre planète à Mariam alors qu'elle se trouve physiquement ce jeudi matin au village d'enfants de Sanankoroba. Avec une centaine d'enfants, ils prennent part à une formation de 2 jours en robotique, intelligence artificielle, impression 3D et réalité virtuelle. La dite formation est organisée par Wuminov en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. L'initiative entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille, célébrée chaque année le 11 octobre. À travers cette activité, nous souhaitons sensibiliser l'opinion publique sur l'importance cruciale d'orienter les filles vers les séries scientifiques. Chaque fille porteuse de rêves et d'ambition mérite d'être encouragée à exprimer son intérêt pour ces disciplines essentielles. L'événement de ce matin arrive à une période où SOS Village d'enfants elle-même est engagée donc, dans cette dynamique de fournir aux enfants donc, la base de l'informatique. Nous avons le centre multifonctionnel d'ici à Sanankoroba, le centre informatique de Sanankoroba. Nous avons à Kita un centre donc, de compétences informatiques. Ces 2 jours de formation s'inscrivent pleinement dans la vision du gouvernement en matière d'éducation et d'autonomisation des jeunes filles. C'est donc à juste titre que mon département a saisi cette 13e édition pour accompagner 120 enfants âgés de 9 à 17 ans, dont 62 filles et 58 garçons du village d'enfants SOS de Sanankoroba. Dans le renforcement d'un droit fondamental qu'est l'éducation, c'est le lieu pour moi de saluer les plus hautes autorités pour les actions menées dans le sens de l'émergence scientifique et technologique de notre pays. L'une de ces actions est la création d'un centre d'intelligence artificielle et de robotique. Un moment d'apprentissage qui aura procuré de la joie et de l'espoir chez ces enfants qui en ont tant besoin. Juste avant l'ouverture de la formation, Dr Coulibaly Mariam Maïga a effectué une visite de courtoisie à la mairie et aux légitimités de Sanankoroba, une tradition qui constitue des valeurs cardinales du Mali. C'est parti pour la formation des formateurs sur le guide de formation des facilitateurs dans le cadre du projet communautaire de relèvement et stabilisation du Sahel. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a procédé ce matin au lancement de cette formation qui vise un meilleur accompagnement des bénéficiaires du projet dans les régions du Nord et du Centre. Reportage de Khoum Sissoko. Le PCRSS, projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel, placé depuis février dernier sous la tutelle du ministère de la Réconciliation nationale, contribue au relèvement et à la résilience des communautés dans les zones cibles face aux chocs sécuritaires, climatiques et socio-économiques. C'est pour promouvoir la participation et l'inclusion des bénéficiaires dans les activités du projet que cette session de formation des formateurs sur le guide de formation des facilitateurs est organisée par le département. C'est un projet qui s'exécute au niveau des pays, la zone de Lutako-Gourma, Burkina Faso, le Niger et le Mali. Pour le cas du Mali, nous allons former les formateurs pour qu'ils puissent donner le message qu'on veut aux différents facilitateurs qui seront sur le terrain. Le projet bénéficie de l'accompagnement technique et financier de la Banque mondiale. C'est une formation sur le développement conduit par la communauté. La Banque mondiale est ici pour donner un soutien technique au déroulement de cette formation. C'est une approche où la communauté est au centre de leur propre développement
pour aider à développer leur milieu. Expertes en développement conduit par la communauté au niveau de chaque région vont être là pour après former des facilitateurs communautaires, des facilitateurs techniques et pour pouvoir accompagner tout ce processus de début à fin en mettant le communautaire au centre de leur propre développement. L'objectif de cette formation est de favoriser l'implication des bénéficiaires dans les prises de décision concernant leurs projets de développement. Raison de plus pour le PCRSS de s'inscrire dans une approche de développement conduite par les communautés. Coopération Mali-Tunisie, 15 stagiaires viennent de bénéficier de bourses de formation, cela à travers le Fonds à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA et l'Agence tunisienne de la formation professionnelle. Le ministre en charge de l'entrepreneuriat a procédé à leur mise en route en leur remettant leur billet d'avion pour une formation qualifiante de 2 à 3 ans selon les filières. Boubacar Bablé-Touré pour plus de détails. Ils sont 15 stagiaires, dont 3 filles, qui sont les heureux bénéficiaires d'une bourse de formation sur 112. Ils ont été sélectionnés à la suite d'un appel à candidature lancé en juillet dernier par le ministre en charge de l'entrepreneuriat national à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Ces stagiaires qui s'envoleront pour la Tunisie pour 2 ou 3 ans selon la filière seront formés dans des domaines comme la finance-comptabilité, la maintenance industrielle, la menuiserie métallique, l'informatique ou encore les multimédias. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le FAFPA et l'Agence tunisienne de la formation professionnelle. Chers bénéficiaires de la bourse tunisienne, la direction générale que j'ai l'insigne honneur de diriger restera toujours mobilisée aux côtés des stagiaires bénéficiaires de la bourse de formation en Tunisie pour un accompagnement de qualité suivant les conseils précieux et avisés de Madame le ministre. La formation professionnelle représente l'un des secteurs de coopération dont la Tunisie ne cesse d'approfondir dans sa coopération fructueuse avec la République du Mali en offrant toutes ses capacités et expertises au profit de nos frères et sœurs maliens, tout comme d'autres secteurs, à savoir l'enseignement supérieur, la santé, la coopération technique, etc. À l'endroit des récipiendaires qui constituent la deuxième cohorte de l'année 2024, le ministre Traoré n'a pas manqué de prodiguer des conseils. Il est important que vous ayez constamment à l'esprit que vous partez pour représenter notre pays, le Mali, et que vous serez en compétition avec les stagiaires d'autres pays. Chacun doit jouer pleinement sa partition pour son renforcement personnel, mais aussi et surtout pour l'honneur de la patrie. Je vous engage à respecter les lois du pays d'accueil en ayant un comportement responsable durant votre séjour. Comme fait marquant de cette cérémonie de mise en route, la remise officielle des billets d'avion aux 15 stagiaires par le ministre en présence des parents et tuteurs des heureux bénéficiaires. 52,38%, c'est le taux d'exécution à mi-parcours du budget de l'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, à l'occasion de sa 28e session ordinaire du conseil d'administration. La structure indique que sur 53 activités prévues pour l'exercice en cours, 12 ont été réalisées et 22 sont en cours de réalisation. Plus de précisions avec Sokona Kamisoko. Création d'emplois pour les jeunes en milieu rural et urbain, diplômés ou non, en leur facilitant l'accès au marché du travail et au crédit. L'APEJ, l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, s'y attelle à travers le financement de plusieurs projets dont les niveaux d'exécution sont jugés satisfaisants au titre de l'exercice à mi-parcours. L'annonce a été faite ce jeudi à l'ouverture de la 28e session ordinaire de la structure. L'examen des rapports d'activité des premiers et deuxième trimestres fait également ressortir, au titre de la composante renforcement de l'employabilité des jeunes, le placement de 217 jeunes en stage dans les entreprises, alors que 2500 jeunes diplômés poursuivent leur stage dans les services publics depuis décembre 2023. Le placement en apprentissage est également en cours pour 300 jeunes dans les entreprises vertes, dans le cadre du projet Emploi et Entrepreneuriat Vert par et pour les jeunes au Mali. Il me plaît également de signaler l'ouverture de 5 nouveaux espaces d'orientation jeunesse et OJ dans les régions de Gao et Kidal à travers le partenaire Proman
complétant ainsi le nombre de ces bureaux de proximité à 13. En plus de l'ouverture de ces nouveaux EOJ, le partenaire s'est engagé à appuyer le financement de 175 projets pour un montant de 175 millions de francs CFA à raison de 1 million de francs CFA par projet. Pour cette session à mi-parcours, le niveau d'exécution du budget est estimé à 52,38%. En dépit de cette performance, la PEJ se doit de relever des défis comme la mobilisation des financements. Oui, c'est des difficultés de trésorerie, de mobilisation du budget, mais en dépit de tout cela, un certain nombre d'activités ont pu avoir lieu. Et aussi en termes de perspectives, nous avons des activités dans le cadre des partenariats que nous avons avec le PNUD, que nous avons avec la coopération luxembourgeoise, avec le projet PROMAN, avec la SNV à travers le projet GoGreen. Et ces partenariats nous permettent en tout cas de réaliser nos missions. Pour l'année 2024, il s'agit pour la PEJ de consolider les acquis tout en offrant aux jeunes des opportunités d'emploi dans les différents secteurs d'activité économique. Les membres du comité de pilotage du programme Commune Amis des enfants sont en conclave au sein des collectivités territoriales pour sa première session. Ce programme initié par le gouvernement du Mali et appuyé par l'UNICEF vise à renforcer la gouvernance locale, améliorer le bien-être social et économique des populations dans 30 communes de 6 régions du pays. Cette première session va partager le document du programme et le plan d'action sur la période de septembre à décembre 2024. Reportage Inaba Doumanigabati. Le gouvernement du Mali et l'UNICEF franchissent un palier supplémentaire pour la cause des enfants. Un partenariat qui donne ainsi naissance à un vaste programme intitulé Initiative Commune Amis des enfants. Pour cette phase pilote, les membres du comité de pilotage évaluent les activités réalisées et le budget y afférent. L'exercice consiste aussi à planifier les activités des 2 prochaines années. L'organisation onusienne s'est dit prête à mettre la main à la poche. L'effet positif pour l'avenir des jeunes de ces communes est prévu à 3 niveaux. Premièrement, le renforcement des mécanismes de coordination et de décentralisation administrative et financière. Deuxièmement, l'accroissement des investissements dans les infrastructures essentielles. Troisièmement, le renforcement des capacités des acteurs locaux pour leur permettre de renforcer la résilience, l'inclusion sociale et la prévention de toutes les formes de violence envers les filles et les garçons. Commune Amis des enfants touche 30 communes pilotes des régions de Ségou, Banyangara, Douanza, San, Tombouctou et Mopti. Ce dispositif a permis aux collectivités territoriales d'améliorer le cadre de vie des populations afin de répondre aux besoins de celles-ci, notamment celles des filles et les garçons. Pour le gouverneur de la région de Mopti, ce programme a eu un impact considérable sur le groupe cible. Donc ce projet a un impact très certain qui va permettre vraiment nos populations de dépasser même le cap de la résilience pour amorcer même un développement. Le message, ce serait à l'endroit de mes pères gouverneurs de participer, d'adhérer, de faire en sorte que ce projet puisse être concrétisé. Le gouvernement malien a ratifié la Convention internationale sur les droits de l'enfant. C'est pourquoi il s'est engagé à investir dans les enfants pour leur garantir une vie pleine, saine, sûre et heureuse. Le financement global du programme est de 28,5 milliards sur la période 2025 à 2029. Ce programme vise à renforcer la décentralisation territoriale en vue de réduire la pauvreté à travers notamment l'amélioration de l'offre de services sociaux de base, l'atténuation des effets du changement climatique. Le programme va permettre également à renforcer les capacités des acteurs locaux, à savoir les élus communaux, les organisations communautaires de base et les populations. Les zones humides, opportunités pour un Sahel en paix, durable et prospère, c'est le thème des journées portes ouvertes organisées par Wetland International et ses partenaires. Ces journées visent à renforcer la gouvernance des ressources naturelles et la biodiversité des zones humides pour la résilience et la paix dans le Sahel occidental. Il s'agit également d'engager un débat avec les partenaires en vue d'une meilleure mobilisation des ressources et la mise en œuvre des programmes cadres. Mamadou Fani.
Les zones humides constituent les écosystèmes les plus productifs et les plus riches en biodiversité et couvrent moins de 10% de la superficie. Elles sont vitales pour les populations et constituent des piliers du développement durable. Ces journées portes ouvertes sont une opportunité par rapport aux 3 trajectoires qui sont la biodiversité, les moyens de subsistance et la gestion intégrée des ressources en eau. En couvrant moins de 10% de la superficie des pays sahéliens, c'est entre 3 et 10%, les zones humides abritent plus de 75% des populations sahéliennes et fournissent plus de 85% des PIB de ces pays. C'est pour cristalliser l'opinion sur l'importance et les opportunités offertes par les zones humides sahéliennes que ces journées portes ouvertes sont organisées afin de mobiliser les actions concrètes en faveur de ces écosystèmes aux caractéristiques uniques. Le thème de ces journées est les zones humides, opportunités pour un Sahel en paix, durable et prospère. Un thème qui appelle à une prise de conscience de tous. Personne ne peut dire qu'il ignore l'importance des zones humides et des services écosystèmes qu'elles procurent. Je constate que des progrès importants ont été faits pour en arriver là aujourd'hui. C'est là très encourageant. Au terme de ces journées, j'ose espérer que les participants seront mieux édifiés sur les opportunités qu'offrent les zones humides par rapport aux 3 trajectoires, sur les composantes du programme de renforcement de la gouvernance des ressources naturelles et de la biodiversité des zones humides pour la résilience de la paix dans le Sahel occidental. En outre, des propositions concrètes seront faites à l'endroit des décideurs politiques pour une meilleure prise en compte des problématiques liées aux zones humides au plus haut niveau. Durant ces 3 jours, les échanges vont porter sur la dynamique et les opportunités des zones humides, la résilience, la biodiversité, les bonnes pratiques sur les zones humides et les interventions des organismes du bassin sur les zones humides. L'ambassadeur du Japon au Mali a effectué hier une visite à l'ORTM, une visite qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et de coopération entre le Mali et le Japon dans le domaine des médias. Reportage Ibrahim Kaokonati, Sidiki Balou. L'axe Bamako-Tokyo se renforce également dans le domaine de la communication. Après avoir fait seulement 1 mois et quelques jours dans notre pays, l'ambassadeur du Japon au Mali s'est rendu dans les locaux de l'ORTM. Une visite qui a pour objet de renforcer la collaboration avec la structure. Netogo ye Yuko Murata, neye Japon l'accident Kura ye Mali Kura Kono. Je viens d'arriver au Mali. Je pensais que ça sera bien de visiter l'ORTM pour que je puisse voir comment ça se passe le média au Mali. Et le rôle de média est vraiment important. Je crois que le Mali Kula sera construit par le média aussi. Et nous voulons travailler ensemble, marcher ensemble avec le Mali Kula. Nous voulons que la formation de personnes de valeur est très importante. C'est notre philosophie de transférer le savoir-faire, la technologie. Le Japon était aussi un pays sous-développé il y a 150 ans et nous avons vraiment mis l'accent sur la formation. Pour qu'un pays soit autonome, pour développer un pays, il faut vraiment former les gens. Bon, c'est la première fois que je visite la télévision et la radio. J'ai senti que c'est ici que Mali, le nouveau Mali Kula, est vraiment en train de se construire. Yukiyo Murata a saisi l'occasion pour remettre le document au directeur général de l'ORTM de l'Expo universelle 2025 qui se tiendra à Osaka, au Japon. L'ambassadeur a également visité les studios de radio et télévision de l'ORTM. La fondation Aïché Baba Keïta Abeka Nyoron Demesoba ne compte pas rester en marge de la rentrée des classes prochaines. Elle s'est donnée comme devoir d'équiper certaines écoles en matériel de première nécessité, en plus des kits scolaires pour les élèves en difficulté.
Plus de 5000 kits ont été partagés. On en sait plus avec Awa Adama Koulibaly et Abdraman Doka Traoré. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. C'est l'école publique de Badalabougou avec une capacité d'accueil de 800 élèves qui reçoit les premiers kits scolaires parmi les milliers à distribuer. Et ce choix de la fondation Abeka Nyokondeme Soba n'est pas un hasard. Les 5000 kits scolaires seront repartis entre la région de Koulikoro, Djoila et Bamako, et selon des critères de péréquation bien définis par la fondation. C'est notre tout premier don en tant que fondation. Cette bienveillance vient à point nommé. Elle soulagera plus d'un en ces temps difficiles pour les parents d'élèves. Ce matin, nous sommes très ravis de recevoir ces fournitures scolaires pour les enfants de MGS, premier et second cycle. Nous avons des enfants, beaucoup n'ont pas de moyens. Ça nous permettra d'aider ces enfants-là. Je ne peux faire que des bénédictions au nom de toute l'école, du personnel. L'année scolaire 2024-2025 s'annonce également bien pour les enfants de Gariboubougou et ceux de Bozodanga. C'est le directeur du service social des armées qui accueille les derniers cartons de fourniture. Il les accompagne d'ailleurs d'une lettre de remerciement. Il y a une initiative de la part d'une Malienne pour venir aider les orphelins, les enfants des militaires. Vraiment, c'est très, très salutaire. À un mois de la rentrée officielle des classes, ce sont 5000 kits repartis entre différentes localités pour soutenir les efforts du gouvernement et atténuer les charges des parents d'élèves, pour un coût total de 50 millions de francs CFA. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, à travers l'état-major général des armées, vient en aide aux populations vulnérables de la région de Kidal. Plusieurs familles ont reçu des vivres dans la cour de gouvernorat. Reportage Sidi El-Medi Abaka, Sungalo Doumbia. Le gouverneur de la région de Kidal, général de division Al-Haj Gamou, en présence du maire de la commune urbaine et du commandant de la 7e région militaire, a remis au nom du ministère de la Défense, à travers l'état-major général des armées, une importante quantité de vivres pour atténuer la souffrance des déplacés, des réfugiés et des populations vulnérables de Kidal. Si cet appui, c'est l'appui venant du ministère de la Défense et des anciens combattants, à travers l'état-major général des armées, pour aider la population de la région de Kidal. Que cet appui a été fait dans ce sens, et dans cet objectif d'aider la population de Kidal. Une cérémonie qui a été rendue possible donc, grâce à cet effort de l'armée et aussi avec la collaboration de l'administration, des collectivités et des services techniques. Et à entendre les bénéficiaires, nous nous félicitons vraiment de l'engouement et de la manière cordiale et enthousiaste dont la cérémonie s'est passée. Et nous remercions toujours la population pour son soutien indéfectible vraiment aux FAMA. Ce soutien des FAMA pour les populations de la 8e région administrative réconforte les autorités communales. Un sentiment de satisfaction d'abord. Comme vous le voyez sur les visages des bénéficiaires qui sont très radieux. Donc ça sent que l'activité, n'est-ce pas, a eu l'impact souhaité. Donc aujourd'hui, on va remercier les forces armées maliennes pour leur appui constant. À noter que plusieurs autres activités civilo-militaires sont prévues dans les jours à venir pour soutenir les populations civiles en 8e région. 30 feux tricolores seront réhabilités dans le district de Bamako pour un coût de 194 millions de francs CFA, et cela afin de mieux réguler la circulation. Ce projet de réhabilitation a été lancé ce mercredi à Dar Salam par la délégation spéciale de la mairie qui en est l'initiatrice. La délégation spéciale travaille avec la société Moacom.Sarl qui évolue dans le domaine des feux tricolores, compte rendu Soumaou Aïdara.
194 millions de francs CFA pour rénover 30 feux tricolores qui sont en panne dans la ville de Bamako. L'objectif, c'est le désengorgement de la circulation et mieux gérer le trafic routier. Cette initiative est de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Bamako, actuellement, aux heures de pointe, il y a environ 3600 et 3800 véhicules. Nous pensons qu'avec cette grande opération, qui va concerner des feux, l'installation des feux solaires, nous pensons que ça va alléger, ça va être un bon apport pour la fluidité de la circulation et améliorer la sécurité des citoyens de la capitale. C'est ça notre vision, c'est ça notre objectif. Le budget, ça nous a coûté près de 194 millions que nous avons financé sur fonds propres de la mairie. C'est une première pour la ville de Bamako qu'on décide de remettre en bon état de fonctionnement dans les normes 30 carrefours dans la ville de Bamako. Et ces 30 carrefours, il y en a 17 qui sont sur la rive gauche et 13 qui sont sur la rive droite. Et il y a 12 carrefours qui sont équipés en feux solaires et le reste en conventionnel. C'est la société Mohacom Sarl, spécialisée dans l'installation des feux tricolores, qui est chargée de l'exécution des travaux de ce projet. On a passé un appel d'offres qui nous a permis d'être dans le projet pour réhabiliter l'ensemble des carrefours qui sont en détresse. Donc vraiment, nous nous sentons très fiers de participer à ce projet. Parmi les 30, le premier réhabilité est celui du carrefour de Dar Salam, non loin de l'école supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Concernant les autres, ils seront rénovés dans les jours à venir, au dire des responsables de la délégation spéciale de Bamako. La 29e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion est lancée. Le thème retenu cette année est la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme pour venir en aide aux sinistrés des récentes inondations. Plusieurs actions sont envisagées par le gouvernement et ses partenaires. Le sujet est évoqué sur le plateau de l'invité de la semaine qui reçoit pour ce soir le docteur Abdoulaye Guindo, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, et répond aux questions de Ibrahima Traoré. Et les listes sont connues et bien entendu les répartitions en tout cas entre que ce soit les écoles ou bien des zones en tout cas qu'on appelle les zones sinistrées sont connues et les actions de tous les jours bien entendu sont planifiées et dirigées par le gouvernement et ses partenaires pour que vraiment on puisse subvenir à leurs besoins, ne serait-ce que les besoins primordiaux. Et si vous parlez de besoins primordiaux, de quoi s'agit-il concrètement? Alors, donc, puisqu'ils ont tout perdu le plus souvent, que ce soit les vivres et les non-vivres, il s'agit des habits, il s'agit d'abord la nourriture, il faudrait quand même leur donner une bonne alimentation, une bonne nutrition pour ce faire. Et c'est bien entendu d'assurer le quotidien tous les jours, parce que vous savez, tout de suite quand il y a les sinistres, on perd le tout. Donc nous pensons le plus souvent dans le cadre humanitaire au transfert de cash, c'est-à-dire l'argent qui permet à assurer vraiment les besoins aujourd'hui prioritaires. Et deuxièmement, assurer une disponibilité alimentaire pour que réellement, sur le plan nutritionnel, ils puissent en tout cas être nourris. Et sur le plan couchette, aussi bien que habillement, en tout cas pour que vraiment ceci puisse avoir en tout cas cela. Et après, encore une fois, voir dans quelle mesure, encore une fois, ils peuvent regagner leur domicile ou encore une fois, voir les voies et moyens de leur recasement. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Cet enseignement du capitaine Thomas Sankara, l'UMOA, en a fait sien en instituant le mois d'octobre, mois de consommer local dans l'espace de l'Union. Après Cotonou en 2023, c'est le tour de Ouagadougou qui accueille cette année les activités de cette initiative. Le lancement officiel a eu lieu ce matin en présence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Retour sur la cérémonie officielle avec Jean Bayala et Tanga Kafando. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, visite les stands témoins des produits Made in Burkina et de l'espace UMOA. Nous sommes à la cérémonie officielle de lancement du mois d'octobre, mois du consommé local.
Organisée par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, l'initiative est de l'UEMOA. Les différentes actions entreprises par la commission de l'UEMOA ont permis de renforcer les capacités des unités de transformation des très petites et moyennes entreprises gérées pour la plupart par des femmes et des jeunes. Des échos qui nous parviennent des services techniques, il ressort une adhésion totale de tous les États membres à l'initiative Mois d'octobre, mois du consommé local. Le chef de l'État, dans son discours, lu par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, a salué la résilience des acteurs économiques de l'espace malgré les défis sécuritaires auxquels sont confrontés plusieurs pays de l'UEMOA et a salué l'initiative qui se tient concomitamment aux journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne au Burkina Faso. Dans ce moment crucial, où notre pays, tout comme de nombreux autres dans la sous-région, aspire à une souveraineté alimentaire, économique et sécuritaire, il est fondamental que nous accordions la priorité de nos propres productions. Je voudrais ici rendre un hommage vibrant et appuyé à un visionnaire, un leader infatigable du développement endogène, le président capitaine Thomas Sankara, qui n'a cessé d'encourager les Africains à être les architectes de leur propre développement. Le mois du consommé local est à sa 5e édition et se tient sous le thème « Consommer local, un levier du développement industriel, de compétitivité et de résilience économique de l'UEMOA ». Au programme de cette édition, des sessions de formation des exposants sur le e-commerce et des produits locaux, des visites de stands, des partages d'expériences entre entreprises, une conférence publique et une soirée culturelle au cours de laquelle les exposants méritants seront distingués. Au Niger, voyons le contenu du bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire. Il concerne la période du 29 septembre au 2 octobre 2024. Le commentaire est signé Jocelyne Amoussou. À l'ouest du pays, sur la rive droite du fleuve, dans le cadre de l'opération NIA, les opérations se poursuivent dans toute la zone à travers des séries de patrouilles qui permettent de rassurer les populations et dissuader toute action des forces hostiles. Ainsi, en début de cette semaine, les missions de sécurisation exécutées ont permis d'arrêter un éminent terroriste connu de la zone de Bankilari. Une autre patrouille a réussi à déceler un engin explosif improvisé de type plaque à pression sur l'axe Torodi-Djouga. Par ailleurs, plusieurs unités des forces de défense et de sécurité sont engagées dans le cadre du convoi stratégique sur l'axe Kaya-Dori-Niamey et inversement. Dans une parfaite coordination avec les forces de sécurité partenaires du Burkina Faso, nos hommes assurent depuis plus d'une année maintenant le convoiement de milliers de camions et marchandises en vue de desservir le pays. Malgré les intempéries liées à la saison des pluies, plusieurs rotations ont été effectuées. Pour cette vague en cours, ce sont près de 3100 camions et véhicules touristiques qui seront acheminés en bon ordre vers Niamey au cours de cette semaine. Récemment, des patrouilles menées ont abouti à l'arrestation de 2 complices actifs des terroristes, dont l'un à Abala et l'autre à Ayoro. Ils ont tous été remis à la cellule antiterroriste pour la poursuite des investigations. À l'est du pays, dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, la constance dans la conduite des opérations reste de mise à travers l'ensemble du théâtre. En effet, des renseignements faisant cas d'une probable présence terroriste dans le secteur d'Oudi ont suscité la réaction prompte d'une patrouille mixte avisée. Cette action a permis de confirmer l'alerte, d'arrêter un des assaillants et de récupérer 3 fusils AK-47, 5 chargeurs, 133 munitions et plusieurs autres objets de fortune. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, tôt dans la matinée du 30 septembre dernier, les éléments de Tabarkat ont effectué une descente inopinée dans une périphérie abritant un réseau de gangs. L'opération a consisté à un bouclage suivi de fouilles permettant d'arrêter 40 malfrats, tous de nationalité étrangère, puis de saisir un important arsenal d'armes blanches. Le même jour, dans l'après-midi, 2 civils ayant marché toute la nuit dans le désert ont pu rejoindre le Puy Espoir pour signaler au FDS en poste
qu'un véhicule de marque Tundra avec 32 passagers a eu un problème de pneumatique la veille dans le secteur de Plaque 50. Selon ces témoins, 3 passagers sont déjà décédés et les autres ont été laissés dans un état critique par manque d'eau. Aussitôt informé, une mission de recherche a été dépêchée par le détachement Puy Espoir avec des vivres et de l'eau afin de porter secours aux passagers en difficulté. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de la drogue, nos forces ont immobilisé 2 trafiquants et leur véhicule Hilux à Arlit. La perquisition ayant fait suite à cette action s'est soldée par la saisie de 157 briques de cannabis d'un poids total de plus de 162 kg. L'invité de la semaine reçoit ce soir le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Abdoulaye Guindo. Le sujet de l'entretien, le mois de la solidarité, qui a pour thème cette année la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. L'entretien est réalisé par Ibrahima Traoré. L'invité de la semaine à suivre ce soir dans nos programmes. Fin de cette édition et fin de mon service à l'ORTM. Je pars pour d'autres missions de l'État. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour les encouragements. Grand merci à la direction générale de l'ORTM pour les opportunités et mes reconnaissances à tous mes collègues pour la bonne collaboration. Que Dieu bénisse le Mali. Bonsoir. Azimar!